Elle est un symbole de chance, de sagesse et de vigilance. La grue. Dans la mythologie et la poésie, l'oiseau est associé à la majesté de la nature. Il existe aujourd'hui encore 15 espèces de grues dans le monde. En Asie, mais surtout en Europe, vit la grue cendrée, l'un des plus grands oiseaux du continent. Déployées, ses ailes peuvent rivaliser avec l'envergure d'un aigle. C'est un oiseau migrateur qui parcourt chaque année des milliers de kilomètres entre ses quartiers d'hiver au sud et ses zones de reproduction au nord. Mais le changement climatique menace ces sites de nidification. Nous allons suivre les grues durant toute une année, lors de leur voyage à travers l'Europe, et découvrirons les défis qui les attendent sur cette longue route. Le voyage commence dans le nord de l'Europe. Chaque année en automne, les grues s'envolent vers le sud, où elles passent l'hiver. Il existe 3 grandes routes migratoires. La première part des pays baltes, traverse la mer Noire et rejoint l'Égypte. La deuxième passe par le centre de l'Europe, la Hongrie, et arrive en Afrique du Nord. Et la troisième démarre en Scandinavie, traverse l'Allemagne et va jusqu'en France et en Espagne. C'est cette route, la plus occidentale, qu'empruntent la plupart des grues. Une grande partie d'entre elles volent jusqu'en Estrémadure, à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. C'est le mois de janvier. Même en Espagne, les températures peuvent avoisiner le 0 degré. Le vent est glacial. Des conditions difficiles pour les grues. Mais quand le soleil brille, il réchauffe rapidement la plaine, la Serena. On y trouve ce qu'on appelle les dehesas, de vastes bosquets de chênes-lièges et de chênes verts aménagés par l'homme il y a des siècles. Certains de ces arbres ont près de 500 ans. De nombreux animaux se nourrissent de glands, notamment les fameux porcs ibériques, célèbres pour leur jambon. Les grues aussi sont friandes de glands, une nourriture idéale en hiver car elle est très énergétique. Environ 100 000 oiseaux passent ici la saison, entre novembre et février. Manolo Calderón est un militant écologiste et spécialiste des grues. Il les observe dans la région depuis de nombreuses années. Un jour, à 8 ans, je faisais du vélo dans la campagne et j'ai découvert une famille de grues tout près de moi. Elles ne se sont pas envolées, elles m'ont juste regardé. Et j'ai été émerveillé par ces oiseaux aussi grands que moi et tellement beaux. C'est à ce moment-là qu'est née ma passion pour les grues. Et chaque année, j'attends leur retour avec impatience. Depuis, il s'engage pour la protection des grues dans son pays, où elles n'apparaissent plus que pendant les mois d'hiver. Les grues nichaient en Espagne jusqu'en 1950.
Cette année-là, le dernier couple nicheur a disparu. Elles faisaient leur nid dans les zones humides, mais elles ont été asséchées. Et depuis, les grues ne nichent plus ici. Les quelques zones humides qui subsistent sont trop peu étendues pour permettre la nidification des grues. Mais elles font encore office de dortoir en hiver. À la nuit tombée, le calme revient peu à peu. Mais même en dormant, les grues restent vigilantes. Dès que le jour se lève, elles s'envolent vers les dehesas pour se nourrir de glands. Manolo installe une tente d'affût pour pouvoir s'approcher au maximum de ces animaux très craintifs. Nous l'avons installé pour observer les grues quand elles vont se nourrir. On entre dans la tente le matin, avant leur arrivée, et on n'en ressort que lorsqu'elles sont parties, pour ne pas les déranger. Soit environ 9 heures sur place. Mais combien de temps pourra-t-il encore les observer dans les dehesas? Les chênaies disparaissent peu à peu, à cause du climat de plus en plus sec, mais aussi parce que les chênes doivent céder la place à des champs de céréales et des plantations d'oliviers plus rentables. Cela accentue pourtant un peu plus la sécheresse. C'est un cycle infernal qui rend la recherche de nourriture plus difficile pour les grues. L'agriculture est la principale source de revenus pour les habitants de cette région faiblement peuplée. Pourtant, ils ne considèrent pas les grues comme un problème, bien au contraire. En hiver, les familles viennent souvent au belvédère Puerto Mejoral pour observer le vol des grues depuis les dehesas jusqu'à leur dortoir, situé dans les environs. Nous faisons partie de l'association des Amis de la Nature de la Serena. Et nous sommes ici parce que c'est l'un des endroits les plus sympas pour voir des grues. C'est quoi une grue? Quelqu'un sait? Moi. Toi? Vas-y. Et vole dans le ciel. Oui, ce sont de très grands oiseaux qui volent dans le ciel. Très bien. Oui. Nous sommes là pour les observer quand elles passent, car les grues ont des habitudes bien précises. Elles se nourrissent ici pendant la journée, mais elles vont dormir près d'une rivière. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un endroit sûr où elles ne seront pas attaquées par les renards. Manolo Calderón et Yasmine Sanchez espèrent avant tout gagner le cœur du jeune public. Ils savent qu'il faut protéger la nature pour que leurs enfants puissent un jour eux aussi admirer le vol des grues en Estrémadure. Elles sont pourtant de moins en moins nombreuses à faire le long voyage jusqu'ici. Beaucoup passent désormais l'hiver en France ou alors restent sur leur lieu de nidification en Allemagne. Les oiseaux vont bientôt quitter leur quartier d'hiver. Le mois de janvier tire à sa fin et les grues se rassemblent en grands groupes pour rejoindre leur lieu de nidification en Europe centrale et septentrionale. Un voyage fatigant.
Les grues partent d'Espagne et traversent les Pyrénées et la France pour rejoindre l'Allemagne. Un voyage de plus de 2500 km qu'elles accomplissent en quelques jours seulement, à raison de plusieurs centaines de kilomètres par jour. En Allemagne, leur première destination est l'Uckermark, au nord-est de Berlin. C'est un paysage vallonné, façonné à l'ère glaciaire et parsemé de rivières et de lacs. En février, il fait encore froid, bien que la neige ait presque disparu. Les grues se font rares en cette période. Celles-là ne se sont pas envolées vers le sud à l'automne. Elles ont décidé de passer l'hiver en Allemagne, malgré la neige et le gel. D'ici quelques jours, elles auront la compagnie des grues qui reviennent de France et d'Espagne. Dans l'Uckermark, certaines grues grandissent sous la protection de l'homme. Beate Blai et son mari Eberhard Hehne sont membres d'une association de protection des grues. Cela fait des années qu'ils élèvent des grues orphelines. Ils sont considérés comme des experts de ces grands échassiers qu'ils observent et étudient depuis des décennies. Au printemps, Beate est constamment sur les routes. Elle guette avec impatience le retour des couples nicheurs qui ont leurs habitudes ici. On se demande toujours où elles sont. Bon, après tout, on n'est que le 1er mars, on a encore le temps. Et il y a toujours de la glace sur les sites de nidification. Mais on est impatient. Et tant qu'elles ne sont pas toutes bien rentrées chez elles, je me fais du souci. Selon des informations que nous avons reçues d'Espagne et de France, elles sont en route. Elles savent aussi à peu près quand le printemps arrive en Scandinavie et quand ça vaut la peine de continuer le voyage. La première mission des grues qui s'envolent vers l'Allemagne pour se reproduire est de trouver un bon endroit pour nicher. Voilà qui pourrait faire l'affaire, une aulnaie, un petit marais avec beaucoup de végétation. Mais la concurrence est rude pour obtenir les meilleures places. Les mâles veulent impressionner leurs rivaux. Ce mâle s'assoit même un instant directement sur le sol pour prouver son intrépidité à son rival. Ces joutes peuvent durer des jours et elles se terminent parfois dans le sang. Il nous arrive d'observer des combats acharnés pendant des jours. Les mâles se battent entre eux, mais aussi les femelles. Ça peut effectivement aller jusqu'à la mort. Ils ne lâchent rien. Et pour ça, il faut un bon partenaire et un bon lieu de reproduction. Cette concurrence permanente est aussi la raison pour laquelle les couples de grues ne restent pas ensemble toute leur vie, comme on le prétend souvent. Chaque printemps, les oiseaux partent à la recherche d'un nouveau partenaire. Un couple arrive sur son territoire et soudain, 2 autres arrivent et ils échangent leurs partenaires. Évidemment, on ne peut le voir que lorsque les oiseaux sont bagués. Mais ça arrive souvent ici et c'est même surprenant de voir à quelle fréquence. Beate et Eberhard vivent dans une ferme isolée de l'Uckermark. Ils s'occupent de leurs protégés jour et nuit. Les 2 vétérinaires à la retraite recueillent régulièrement des grues orphelines. Souvent,
ils ne savent pas où et dans quelles circonstances les oisillons ont été trouvés et s'ils ont été trop imprégnés par le contact avec les humains. Ça dépend beaucoup du moment où les poussins sont séparés de leurs parents. S'ils ont eu suffisamment de temps pour comprendre qui sont leurs parents, ils vont s'en souvenir, même s'ils sont ensuite élevés par des humains. Du coup, plus tard, quand ils seront à nouveau en contact avec leurs congénères et qu'ils seront assez grands pour voler, ils pourront se réadapter et se dire « Je rentre chez moi, je vais rejoindre mon espèce ». Comme les oiseaux sont bagués, les spécialistes peuvent les suivre tout au long de leur existence. Ceux qui restent en Allemagne et ceux qui continuent vers la Scandinavie. Au cours de ce long voyage, les grues traversent la mer Baltique, depuis la côte du Mecklembourg en Allemagne jusqu'au sud de la Suède. C'est la partie du voyage la plus périlleuse, car pendant des centaines de kilomètres, les oiseaux survolent des eaux souvent agitées. Le mois de mars se termine dans le froid. L'hiver est encore bien installé dans le sud de la Suède. La neige et la glace ont figé la région du Hornborgasjön. C'est l'une des principales aires de repos au printemps en Europe pour les grues cendrées, mais aussi pour d'autres oiseaux migrateurs. Les premières grues sont déjà arrivées, comme autant d'annonciatrices du printemps à venir. D'une superficie d'environ 30 km², le lac Hornborgasjön est situé au cœur d'une réserve naturelle. Il offre un abri à de nombreuses espèces d'oiseaux. À cette période de l'année, la nourriture est difficile à trouver. Les grues sont épuisées et affamées après le long voyage. Depuis de nombreuses années, des tonnes de maïs sont répandues sur les rives du Hornborgasjön afin qu'elles puissent manger à leur faim. Malgré cela, les animaux sont agités. C'est au plus tard maintenant que les parents chassent leurs petits nés l'année précédente. Les jeunes bannis se regroupent et vont vivre ensemble pendant 2 ou 3 ans avant de devenir parents à leur tour. Aux alentours de Pâques, de nombreux passionnés de grues se rendent sur les rives du Hornborgasjön. Nulle part ailleurs, on ne peut approcher ces grands oiseaux d'aussi près. Ils viennent de toute l'Europe pour observer ce spectacle bruyant. Le Suédois Sigvart Lundgren se réjouit que ce lieu si particulier attire autant de monde. Les grues sont un merveilleux symbole de l'union entre des personnes de nationalités différentes. Les oiseaux ne connaissent pas les frontières que nous avons érigées. Ici, des gens venant d'Espagne, de France, du Portugal, d'Allemagne, de Norvège et de Finlande peuvent se rencontrer et se réjouir ensemble de voir les grues. C'est fantastique.
Ce lieu permet aussi d'observer la formation des nouveaux couples. Les grues sont célèbres pour leur danse nuptiale et leurs cris. Ce couple-là montre bien pourquoi les grues font partie des oiseaux marcheurs. Mais un rival fait son apparition. L'une des deux grues commence par une manœuvre d'intimidation avant de chasser l'intrus sans ménagement. Ce comportement laisse supposer qu'il s'agit du mâle. En revanche, dans son apparence, rien ne permet de différencier les sexes. Le mâle reste vigilant, car il a bien l'intention de s'accoupler avec la femelle dans les prochains jours. Au Hornborgasjön, les mariages de grues sont fréquents. Ensuite, les couples continuent leur route. Ici, nous recensons entre 20 et 30 000 grues aux heures de grande affluence. Des études ont montré qu'il peut y en avoir jusqu'à 40 000. Les premières quittent la zone avant même que les dernières n'arrivent. La nuit est claire et glacée. Pourtant, le lendemain, le printemps s'annonce. La neige fond rapidement. Pour les grues, c'est le signe du départ vers leur lieu de nidification. La Suède offre aux grues des conditions idéales pour nicher. Il y a de nombreux lacs, beaucoup de forêts et peu de gens. Seuls ceux comme Sigvart, qui connaissent les endroits où elles aiment construire leur nid, sont capables de les trouver. La nature est très variée ici. Il y a de nombreux lacs, mais aussi des zones de pâturage. Elle constitue une source de nourriture importante pour les grues. Et puis, il y a des zones humides, le long des berges des lacs, des rivières, des ruisseaux, sans compter des marais très humides où elles font leur nid. Mais il n'est pas certain que ce couple construise un nid et élève sa progéniture ici. Le changement climatique est un grand problème à l'échelle mondiale et en Suède en particulier. Parfois, le temps est trop sec et c'est principalement ce qui empêche les grues de faire leur nid au printemps quand débute la période de reproduction. Même si le niveau de l'eau est élevé dans un premier temps, à cause du manque de pluie, il baisse ensuite peu à peu. Et un mois plus tard, lorsque les œufs sont sur le point d'éclore, il se peut que les abords du nid soient si secs qu'un renard, par exemple, puisse atteindre les œufs. Pour se reproduire, les grues se déplacent donc de plus en plus vers le nord de la Scandinavie, où le temps reste suffisamment humide, même en plein été. Plus de 10 000 couples nichent en Allemagne, et pour eux aussi, la situation est plus difficile qu'avant. Dès le mois de mars, quand la nature commence à fleurir, il fait souvent déjà trop sec. Surtout dans le nord du Brandebourg, qui est l'une de leurs principales zones de nidification. Mais de plus en plus de couples ne trouvent plus d'endroit approprié pour leur nid. S'il n'y a pas assez d'eau, renards, sangliers et ratons laveurs
peuvent facilement s'emparer des œufs. Les grues doivent alors tenter leur chance une deuxième fois en avril ou en mai. Les grues construisent leur nid dans des eaux peu profondes pour protéger leurs petits des nombreux prédateurs. Peu après l'accouplement, la femelle pond 1 ou 2 œufs. Ensuite, père et mère se relayent pour les couver. Un mois a passé. Les poussins éclosent les uns après les autres. Ils ont besoin de beaucoup de chaleur dans les premières heures qui suivent leur naissance. Les parents sont maintenant encore plus vigilants. Leurs cris ont pour but de faire fuir les ennemis et d'alerter les petits du danger. Ils vont devoir tout apprendre à leur progéniture, y compris comment se nourrir. Les oisillons ont faim, mais leur bec est encore trop petit. Dès le départ, la concurrence est rude au sein de la fratrie. Chez les grues, les poussins s'orientent vers les êtres qu'ils voient en premier après l'éclosion. Dans l'idéal, ce sont leurs parents. Dès les premiers instants, ils les suivent partout, même dans l'eau. Le plumage chaud des adultes offre la meilleure protection possible contre les nombreux prédateurs, dont les rapaces font partie. Au bout de quelques jours seulement, ils pourront commencer à explorer leur environnement par eux-mêmes. Les poussins grandissent rapidement, mais ils ne voleront pas avant au moins 2 mois. Lorsqu'ils ont entre 7 et 9 semaines, certains jeunes sont capturés et bagués pour un meilleur suivi de l'espèce. Le trajet pour les atteindre est souvent pénible. Et puis les grues ont l'art de se rendre invisibles. Elles sont aussi capables de se défendre vigoureusement. Dans le Brandebourg, les bagueurs Michael Modrow, son fils Till et Thomas Heinicke sont à pied d'œuvre. Nous avons repéré une famille avec 2 jeunes. Mais elle est au milieu des champs et il faut voir si on peut les atteindre. C'est vraiment loin. Là où les parents apparaissent, les oisillons ne sont pas loin. Ils sont entre la voiture qui est garée et la maison blanche avec le toit rouge et le pignon blanc. Il faut une solide expérience et de bonnes jambes pour capturer les petites grues. Le jeune oiseau pousse des cris pour garder le contact avec ses parents. Un petit sac sur la tête devrait le calmer. Il faut d'abord le peser. Ce n'est que lorsqu'il est suffisamment grand et lourd qu'il peut être bagué.
2, 5, 4. 2,5 kg, c'est un bon poids. Maintenant, tout doit aller très vite pour ne pas le stresser inutilement. La bague métallique de la station ornithologique d'Allemagne de l'Est est placée sur la patte gauche. Puis, les 3 bagues de couleur en plastique pour le pays d'origine, l'Allemagne. Les bagues sont légères et ne sont pas serrées afin de ne pas gêner l'animal. À droite, chaque oiseau reçoit une combinaison unique de 3 bagues de couleur qui permettront de l'identifier. Les parents restent à proximité, observant attentivement ce qui se passe avec leurs petits. Une fois les bagues fixées, l'animal est mesuré. Les ailes, les pattes, le bec et la tête. Le sexe sera déterminé plus tard en laboratoire par analyse ADN à partir d'une plume. Après quelques minutes, la petite grue retrouve sa liberté. Elle file rejoindre ses parents qui l'attendent à proximité. Ce jour-là, l'équipe parvient à baguer 9 oisillons. Les bagues sont bien visibles avec des jumelles, même à une grande distance. L'observation des grues baguées permet de répondre à de nombreuses questions. D'où leur vient cette envie de migrer? Pourquoi certaines s'envolent-elles loin vers le sud en hiver, alors que d'autres restent en Allemagne ou en France? Combien de temps les jeunes grues vivent-elles au sein de groupes? Sont-elles sexuellement matures à 2 ans ou seulement à 3? Et quelle est leur espérance de vie? L'été est là. C'est le temps des récoltes. Pour les grues et leurs petits désormais capables de voler, la nourriture est abondante. Mais dans l'Uckermark, les jeunes se font de plus en plus rares à cause de la sécheresse. Les grandes étendues d'eau du printemps ont disparu. Les lacs ne sont plus que de petites mares. Une catastrophe, et pas seulement pour les grues. Ces changements posent également de nouveaux défis aux agriculteurs, comme Jens Katt. Le changement climatique est bien là, inutile de le nier. Maintenant, il faut voir comment faire face à ces conditions climatiques. Jens s'est converti à l'agriculture biologique il y a quelques années. Il a notamment fait le choix de ne plus drainer les sols. Grâce à sa nouvelle manière de cultiver, ces terres absorbent plus d'eau et la retiennent durant les mois chauds et secs. C'est dans ce but qu'il laisse ses moutons pâturer toute l'année. La terre est ainsi naturellement fertilisée et ameublie, et elle pourra accueillir la culture de céréales sans ajout de pesticides ou d'engrais artificiels. Nous avons besoin de paysages vivants et d'une agriculture raisonnée. Il faut laisser vivre le sol et le paysage. Jens n'assèche pas les zones humides pour les cultiver, mais il y fait paître des buffles. Un terrain de reproduction idéal pour les grues. Pour l'agriculteur bio, elles ne posent aucun problème. Il n'y a pas de paysage unique ici, et je n'ai pas l'impression que les hordes de grues me nuisent. La grue fait partie intégrante de ce paysage. Elle a le droit d'exister comme les autres. La grue est présente dans la région depuis des millénaires. Mais au cours du 19e siècle, elle a failli disparaître en Allemagne à cause de la chasse. Aujourd'hui, un destin similaire semble la menacer en raison de la chaleur et du manque d'eau. Mais la grue cendrée est capable de s'adapter et cherche d'autres endroits pour nicher, même en Allemagne. L'un de ces nouveaux hotspots se trouve au sud de Berlin,
à Lausitz, dans un paysage post-minier. Le lignite y a été exploité pendant des décennies. Des villages entiers ont dû céder la place à la mine. Cette stèle rappelle qu'il y avait un village ici, Tornau. Mais depuis 30 ans, la nature se réapproprie ce paysage malmené. L'accès y est strictement interdit et peu à peu, les anciennes mines de charbon se remplissent d'eau. La flore et la faune peuvent s'y épanouir, un peu comme après la dernière période glaciaire. Les grues sont également de plus en plus attirées par cet endroit. Et peut-être qu'à l'avenir, davantage de couples nicheront ici, dans l'une des rares zones d'Europe entièrement laissées à la nature. Pour ces oiseaux omnivores, l'eau y est abondante et la nourriture aussi. Leur présence ravit les amoureux de la nature. L'automne a fait son apparition. Les grues se rassemblent en grands groupes avant de partir vers le sud. Mais avant cela, elles prennent des forces dans les champs de maïs. Début octobre, les grues de Scandinavie mettent également le cap vers le sud. Presque partout sur le continent, on peut à nouveau observer la spectaculaire migration des grues. Lors de leur vol sur la route de l'ouest au-dessus de la mer Baltique, elles s'orientent grâce au cap Arkona, le point le plus au nord de l'île de Rügen. Par temps clair, la célèbre falaise est visible à des kilomètres à la ronde, y compris pour les grues qui viennent de Suède. Lorsque le vent souffle du nord et que les courants d'air chaud ascendant sont favorables, on peut avec un peu de chance assister à l'arrivée des grues de passage en provenance de Scandinavie. Elles font une première halte sur la côte de la mer Baltique avant de se rendre en France et en Espagne. Les nombreux lacs de l'arrière-pays offrent un dortoir idéal. Les lagunes de la côte constituent un habitat unique pour de nombreuses plantes et animaux. C'est à la fois un garde-manger et un lieu de repos pour la faune sauvage. Cette zone de vasière dans le Boden est particulièrement riche en espèces. Ici, ce ne sont pas les marées qui déplacent la mer, mais le vent qui pousse les masses d'eau vers l'intérieur ou l'extérieur des terres. La région abrite la plus grande vasière de ce type au monde. Comme les conditions sont idéales pour les grues depuis des siècles, l'association allemande de protection de la nature, NABU, a construit un observatoire à grues dans les environs, le Kranorama. 2 fois par an, les grues migratrices viennent y faire une pause.
Au printemps, tout va relativement vite. Les oiseaux solitaires, les familles ou les couples ne font qu'une courte halte ici avant de rejoindre leur zone de reproduction. En automne, c'est différent. Les couples qui emmènent avec eux 1 ou 2 jeunes peuvent rester jusqu'à 6 semaines. Notamment parce qu'ils ont du maïs à disposition. Une grue mange environ 300 grammes par jour. Avant le long vol vers le sud, cela peut être plus. Günther Nowald est le directeur du Kranorama. Il observe et étudie la vie des grues depuis des décennies et voit de grands changements à venir en raison de la sécheresse croissante. Selon l'Atlas climatique des oiseaux nicheurs européens, d'ici un siècle, la grue ne serait plus un oiseau nicheur en Allemagne. Si le climat continue de changer, il est possible que le pays devienne une zone d'hivernage plus importante. L'Espagne pourrait ne plus avoir de grues en hiver, car elle serait chez nous. Dans ce cas, les environs du Kranorama pourraient devenir un endroit adéquat pour passer l'hiver. À l'avenir, la région du lac de Günz ne sera plus drainée. On pourrait bientôt y retrouver le paysage de tourbières et de marais qui s'étendait ici à l'époque glaciaire. Un biotope idéal pour les grues. L'hiver approche à grands pas. Dès le mois de novembre, les températures commencent à chuter. La nourriture se fait plus rare. Pour les oiseaux migrateurs qui font le voyage vers le sud, il est temps de repartir. Pour les jeunes grues en particulier, ce premier périple vers leur quartier d'hiver en Espagne et en France est un grand défi. Pas de doute, quand d'immenses groupes de grues traversent le ciel en donnant de la voix, c'est qu'elles sont en route vers le sud.